Easy Weekend Project. Bonjour, et bienvenue dans notre labo expérimental. Il y a de ça plus ou moins 2 semaines, j'ai mis en ligne une vidéo qui semble avoir vraiment piqué la curiosité de nos auditeurs avec plus de 1500 visionnements en moins de 15 jours depuis sa publication, dont en voici un extrait. Ça, c'est un petit aimant néodyme, mini. On va voir son champ magnétique. C'est une belle façon de voir lorsque l'on concentre, c'est-à-dire que si je place une plaque de métal d'un côté de l'aimant, on va booster le champ magnétique vers l'opposé. Check pour ça. Et voilà. Ça vous donne une bonne petite idée, ça? Ça, c'est toutes les lignes de champ. Ça nous donne une idée visuelle des lignes de champ magnétique d'un aimant néodyme. Aujourd'hui, je vais pousser un peu plus loin cette expérimentation. Je ne me contenterai pas de montrer comment voir les lignes de champ magnétique d'un simple aimant néodyme, je vais faire la démonstration des lignes de champ magnétique générées par des bobines en me servant d'un vieux moniteur de PC à écran cathodique. Commençons par cette bobine. Il s'agit d'une bobine provenant de ce type de plaque de cuisson par induction. Ce type de plaque de cuisson par induction est de plus en plus populaire car elles sont plus efficaces que les éléments chauffants des anciennes cuisinières et aussi plus performantes que les réchauds à gaz. Voilà une excellente occasion de t'expliquer comment fonctionne une plaque de cuisson par induction. Je sais bien que je t'apprends rien en te disant que si tu appliques un courant à une bobine, cela crée un champ magnétique. C'est le principe de base des électroaimants, des relais électromagnétiques et dès que le courant est interrompu, le champ magnétique disparaît. Cette démo te montre le champ magnétique généré par un courant de 1,1 A à 18 volts appliqué à cette bobine. À l'intérieur du tube cathodique, collé à la surface de l'écran, il y a une grille métallique perforée. Elle se magnétise en présence d'un champ magnétique extérieur et mémorise la polarité des lignes de champ. C'est ce qui permet de les voir dans un état. Dès que la polarité est inversée, les couleurs changent car les lignes de champ ont aussi changé de direction. Ici, j'essaie de changer manuellement le plus rapidement possible de polarité. Tantôt positive, tantôt négative. La grille métallique à l'intérieur de l'écran cathodique subit ce qu'on appelle un courant de Foucault. Elle se magnétise, nord-sud, et le demeure tant que la polarité n'est pas inversée. Un tube cathodique est constitué d'un filament chauffé, d'électrodes en forme de lentilles trouées. Soumise à une différence de potentiel, tension, elle crée un champ électrique accélérant les électrons. Ils viennent frapper l'écran, sur lequel est déposée une couche luminescente réagissant au choc des électrons, en produisant un point lumineux. La trajectoire du flux d'électrons de la cathode vers l'écran est rendue possible par la présence d'une anode alimentée à un très fort potentiel de plusieurs milliers à plusieurs dizaines de milliers de volts selon le type de tube qui attire celui-ci, conformément à la synchronisation du balayage du faisceau. C'est précisément cette électrode qui subit le champ magnétique de notre bobine et fait dévier les faisceaux rouges, verts et bleus qui nous permettent de visualiser les effets du champ magnétique qu'elle induit et nous les fait apparaître de différentes couleurs. Cela explique pourquoi les lignes de champ magnétique sont visibles sur un écran cathodique mais pas comment ces champs magnétiques arrivent à produire de la chaleur au point de cuire des aliments. Ah mais pour ça, on va y arriver, tu peux me croire sur parole. Regarde ce qui suit. Bon, aujourd'hui, un petit bebelle. Nouveau modèle, sont un petit peu différents d'avant. Ça, c'est sûr que je viens de recevoir. Derrière, on a des connecteurs. Prendre des photos pour que ce soit plus clair un peu. Pour les branchements de tension d'entrée. Ils sont capables d'accepter de 3.3 volts à 30 volts, ce qui est parfait pour mes besoins. Ça se montre très bien dans des petits projets. Ça, c'est les nouveaux que je viens de recevoir. Les anciens modèles étaient un petit peu différents. Il y avait 2 boutons de moins. Ça, c'est-tu la même chose, j'imagine? Oui, ça a été commandé en même temps, donc... OK. Fait que...
ceux qui ont vu la vidéo que j'ai réalisée pour montrer comment faire un mini ondulateur, convertir 12 volts DC en 120 volts AC pour une alimentation pour des ampoules OLED. Le lien de cette vidéo est dans la description. Ceux qui s'intéressent, ils peuvent aller voir. Fait que le principe de base, c'est que on utilise, c'est le modèle, on utilise un générateur de pulse, c'est comparable au 555. Il y a une tension d'entrée de 3.3 à 30 volts et sa tension de sortie des pulses est égale à la tension d'entrée. Donc si je rentre 12 volts, j'ai des pulses de 12 volts. On peut jouer sur la fréquence de 0 à 150 kHz et le Dottie Cycle de 0 à 100%. Ce que je fais avec ça, bon, comme on a vu au début de cette présentation, j'essayais de switcher rapidement en accélérant la vidéo pour montrer le changement de polarité de la bobine. Bon, pas évident de faire ça manuellement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est un générateur de pulse à très basse fréquence. Je vais utiliser ça. Au début, on va le mettre à 1 Hz. Ici, parce que l'ampérage de sortie de ça, c'est vraiment pas fort. Donc, on amplifie avec un MOSFET. Ici, j'utilise IRFP 260N, c'est mon préféré. J'ai fait différents projets. Ça, c'est mon module pour faire des tests. Quand je m'amuse un petit peu avec ça, là. Bon, ça permet, j'ai des borniers à vis, fait qu'on peut facilement monter, démonter. On a d'un côté la source qui va à la masse, le drain qui se trouve être la sortie de la commutation, et la grille, la gate, qui est alimentée avec une résistance de 10 ohms, qui passe par une résistance de 10 ohms, et on a une résistance de 10K pour faire un switch down rapide. Attire vers le bas, comme on dit, pull down. OK? Fait que ça, c'est un modèle que j'avais fait parce que je travaillais sur des grosses bobines avec beaucoup d'ampérage, donc j'avais besoin de refroidir le MOSFET. Donc j'ai pris un refroidisseur d'un ancien CPU AMD. Donc je peux le brancher sur une alimentation 12 volts. Ça permet de garder mon MOSFET à bonne température. Ici, ce qu'on a, c'est le même principe. On a un MOSFET. On va avoir des pulses qui viennent du générateur de pulses qui va alimenter la gate. Et entre le drain et la source, ça va switcher. Ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais régler, mettons, à un cycle à la seconde, avec un Dottie Cycle, un cycle de service de 50-50, 50%, il va passer une seconde on, une seconde off, une seconde on, une seconde off. Ça va faire comme un flasher. J'ai décidé de prendre une alimentation d'une ancienne imprimante qu'on a scrappée dans le fond, mais j'ai gardé l'alimentation, toujours pratique. C'est une alimentation de 18 volts à 1.11 ampères. 1.1 ampères, c'est-à-dire. Donc, je pensais pour alimenter le module et un relais de 24 volts. Même si j'ai 18 volts, il va clencher pareil. Donc, ici, c'est un relais modulaire. 3 pôles, double position. On a 3 systèmes de contact. J'en utilise rien que 2. Ici, c'est une track dans le fond qu'on peut monter. On peut en monter plusieurs sur ce type de track. Là, j'ai mis des aimants dessus parce que ça ne me tentait pas de le visser. C'est plus facile à démonter quand on veut récupérer les pièces. Fait que ça tient solidement. Je vais y remettre son... C'est fait passer les anciens tubes là, qu'on avait dans le téléviseur. C'est pas mal bien fait ça. Bon contact. Fait que si les deux bornes qu'on a là, c'est l'alimentation de la bobine. Il y a une diode de roue libre qui est dedans pour protéger quand que, la bobine n'est plus alimentée pour pas que le courant vienne endommager mon MOSFET. C'est une diode de protection. Lorsque la pulse est envoyée au MOSFET, il commute, il switch, il active le relais. Là, le relais, il est branché de façon à... Je donnerai un schéma tout à l'heure, je donnerai un schéma en image pour faire une inversion de polarité. Ceux qui se rappellent, ceux qui ont suivi les cours, à un moment donné, on voulait pouvoir changer la direction d'un moteur à courant continu.
Donc, on pouvait le faire avec de trois façons. On pouvait le faire avec un interrupteur, on pouvait le faire avec un relais. Là, actuellement, je le fais avec un relais. J'aurais pu prendre un interrupteur, switch, mais je trouvais ça plus le fun avec ça parce qu'on va parler d'électronique en même temps. Donc, si j'ai mon 18 volts qui rentre aux deux communs du relais, de deux de ces contacts, dans le fond, le troisième ne m'en sert pas. Et, à la sortie, j'ai un pôle qui s'en vient croiser l'autre. Donc, quand il va switcher sur une paire de contacts, je vais avoir positif, négatif. Quand il va relâcher, je vais avoir négatif, positif. Fait que la polarité va changer, va alterner d'un à l'autre. Bon, regarde. Plus simple, on va brancher notre 18 volts. Fait que là, on est réglé à un cycle, 1 Hz, un cycle par seconde à 50%. Donc, si je veux augmenter la vitesse, 3 fois, 3 cycles, on l'entend. Là, à 10, la polarité change 10 fois à la seconde. On va revenir à 1. Là, c'est 0. OK. Fait que là, l'idée, c'est que si je prends mon multimètre, je ne sais pas si on va avoir le temps d'avoir une lecture avec ça, je vais le régler à 20 watts. Puis, je vais prendre la tension à la sortie du relais. On va passer de négatif à positif. OK. Bon, je pense que ça, c'est clair. On a très bien compris le principe. Maintenant, une petite pause. Donc, on parle d'un générateur de très basse fréquence. C'est sûr que vu que c'est un relais électromagnétique, la fréquence est quand même limitée. Si je tente de l'augmenter au-delà de 25, il n'y a plus le temps de réagir. Là. Avec sa vitesse, son maximum c'est 20. Et là, ça n'a pas de sens. C'était 0 à 20 Hz, 0 à 20 cycles à la seconde. Puis nous autres, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir jouer un petit peu avec ça. Parce que l'idée, comme on l'a vu un petit peu, changer la polarité d'une bobine en faisant ça avec des jumpers à la main, c'est pas évident à faire. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réexaminer notre système pour voir les champs magnétiques à travers un écran cathodique. Bon, j'ai présenté une vidéo, il n'y a pas tellement longtemps, il y a 2 semaines environ. J'ai présenté une vidéo là-dessus avec une aimant néodyme qui montrait le champ magnétique, on voit les lignes de champ, c'est pas mal. En tout cas, ça a l'air que le monde a aimé ça parce qu'en l'espace de 2 semaines, il a été vu 1500 fois. Donc, j'ai décidé de revenir un petit peu sur ce sujet-là. Mais, pourquoi? Parce que j'ai envie de parler des plaques de cuisson à induction. Les plaques de cuisson à induction, comme ce modèle qu'on voit présentement, ce qui permet la chauffe, c'est la bobine d'induction à l'intérieur de la plaque. Le champ magnétique, il change 20 000 fois à la seconde de direction. Donc, les électrons dans le métal de la casserole ferromagnétique circulent dans les deux sens à 20 000 fois à la seconde. C'est ce qui crée l'échauffement de la casserole. Puis, ce qu'on va voir, c'est le champ magnétique. On va le faire à cette fréquence-là. Pour ce faire, ma sortie de 18 volts, si je branche ça directement dessus, l'impédance de la bobine est trop élevée, autour de 1 million environ. Donc, je vais court-circuiter mon alimentation. Fait que ce que je fais, j'utilise un transformateur, un petit power adapter, là, bon, de 24 volts AC, qui n'avait pas de bridge, rien, c'est les transformateurs 120 à 24 volts. Là, j'utilise la partie de 24 volts, que je vais mettre en série avec ma source d'alimentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais brancher 2 jumpers à la sortie de mon relais.
Et à la jonction de deux autres jumpers, je vais en débrancher un. Et je vais brancher la bobine. Je vais enlever le fil, ça va être moins chalant un peu. Non, je vais le garder parce que tantôt, je vais montrer ce que ça fait sur l'écran. OK, je vais laisser le fil là. Mais en attendant, je vais le brancher directement sur le secondaire, sur le 24 volts. Comme ça. Et on va passer maintenant vers l'écran. Je vais essayer d'ajuster ça pour que ça aille l'allure. On va mettre sur pause. Je place ma caméra et je reviens. Bon, j'ai essayé de centrer le mieux possible. Là, on voit des barres de balayage. C'est un peu à cause que ma caméra est un petit peu trop cheap. Je n'arrive pas à la synchroniser avec le 65 du balayage de l'écran. Qui est probablement pas tout à fait 60. Qui est peut-être autour de... Je vais aller voir ça pour voir. Pause. Donc ici, on voit une bobine de plaque à cuisson qui change de polarité à 1 cycle à la seconde. On peut voir les lignes de champ magnétique. On va augmenter la vitesse, on va la doubler à 2 cycles. 3. Fait que ce qu'on voit là, c'est des lignes de champ magnétique qui changent de polarité. Et imaginez qu'une plaque de cuisson, la fréquence n'est pas comme là présentement à 4 cycles par seconde, mais 20 000 cycles par seconde. Donc les électrons ont intérêt à se déplacer à une vitesse assez considérable, ce qui fait en sorte que ça provoque une surchauffe par effet de Foucault. Maintenant, je vais remplacer la plaque de cuisson par le transfo 24 volts. On va y aller avec ma caméra perso, c'est un petit peu plus... un petit peu moins troublé par ce champ-là. Il va ralentir. Donc on peut voir la polarité des lignes de champ qui changent de bord. Ça, c'est ce qui génère l'induction dans une bobine. À 2, un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide encore. Là, on a une fréquence de 3 cycles. 4 cycles. Cinq cycles. 6 cycles. 7 cycles. Bon, on revient à 1. Puis je remplace le transfo 24 volts par une bobine d'allumage de voiture. Ici, c'est avec une bobine d'allumage pour une Saturn 2001. Un coil. Là, il est réglé actuellement à un cycle de service de 15 à 8 Hz. Je vais ralentir le cycle de service et mettre ça à 50-50 et réduire la fréquence. On a eu le temps de le voir. On va le mettre à 2. On voit le champ magnétique comme il faut. On voit que ça dégage un gros champ. Dans le fond, on peut s'amuser avec toutes les bobines qui nous tombent sous la main. Puis par un gros transfo de puissance de 12 volts à 20 ampères. Si tu observes bien les couleurs vertes et rouges prédominent sur le bleu. La couleur rouge marque le pôle sud et la couleur verte marque le pôle nord. Le bleu indique l'absence de champ magnétique ou la délimite. Maintenant, celle qui m'a vraiment impressionné, un simple haut-parleur de 8 ohms, 25 watts. Comme on a une alimentation de 18 volts à 1,1 ampère, on a une puissance RMS de 19,8 watts, donc pas de risque de l'endommager. Un haut-parleur, maintenant avec un haut-parleur, impédance de 8 ohms. On peut voir les lignes de champ dégagées autour de les bancs. Et on voit que le haut-parleur réagit à 1 cycle
à la seconde. Si j'augmente. On n'a pas le temps de le voir aller bien, hein? On revient à un cycle. Et ça, c'est ça qui se produit au moment de l'induction. Et pour finir, j'ai enroulé n'importe comment, 25 pieds de fil de litre sur un diamètre de plus ou moins 5 pouces pour voir ce que ça donnerait. Même une bobine de fil roulée à peu près n'importe comment. Donc, c'est exactement ça qui se produit dans les phénomènes d'induction magnétique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Easy Weekend Project.